C'était brutal, sanglant et ingrat. Un travail qui n'était pas pour les âmes sensibles. Être bourreau au Moyen-Âge était un mal nécessaire. Accepter ce rôle faisait de vous un paria social. Toute votre famille aussi. Une seule erreur pouvait vous livrer à une foule en colère. Alors, pourquoi le faire ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons les pires métiers de l'histoire. La vie et l'époque du bourreau médiéval. Au Moyen-Âge, des exécutions publiques, où des flagellations et humiliations au pilori se produisaient presque chaque semaine. Elles étaient de grandes attractions qui attiraient d'immenses foules. Des milliers de personnes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, se pressaient sur les places publiques pour mieux voir la potence. Les vendeurs criaient les uns sur les autres pour attirer les clients avant le grand événement. Au Moyen-Âge, c'était comme un événement sportif actuel. Divertissement et justice réunis en un événement. Les exécutions publiques, très populaires, étaient aussi chaotiques et imprévisibles. Une fois que la foule était ivre et agitée, les choses pouvaient rapidement dégénérer. Une exécution mal ratée pouvait déclencher une émeute mortelle. C'est pourquoi des agents de police et des archers étaient toujours postés à proximité. Pour le bourreau, une seule erreur pouvait signifier la mort. Il était déjà un paria. Un faux pas, et il risquait d'être la deuxième victime de la journée. La tension, le chaos et le danger étaient évidents lors d'une exécution en 1617 à Nuremberg. Le condamné s'appelait Georges Karl Lambrecht, un homme de 30 ans d'un village voisin. Après des moments difficiles, il s'est lancé dans la contrefaçon de pièces d'or et d'argent. Mais ce qui attirait vraiment la foule, c'était des murmures de quelque chose de plus sombre, des rumeurs selon lesquelles Lambrecht s'adonnait à la magie noire. Son ex-femme, surnommée la mordeuse de fer, était une sorcière réputée pour séduire et corrompre les hommes. Lorsque les cloches de l'église sonnèrent midi, la foule rugit alors que Lambrecht était traîné dehors. Ses poignets étaient attachés, ses chevilles entravées. La douleur se voyait sur son visage lorsqu'il se tourna vers l'aumônier du tribunal pour demander pardon. L'aumônier écrivit que Lambrecht suppliait d'être décapité, mort plus propre et rapide que brûlé vif. Mais la peine pour les faux monnayeurs était d'être brûlé vif, il allait donc subir cela. Derrière le condamné marchait Franz Schmidt, chargé d'exécuter la sentence. Serviteur de la loi, il n'avait pourtant aucun pouvoir réel. Il préférait la hache, qu'il maîtrisait depuis 40 ans. Mais ce jour-là, il utilisa le feu. Franz marchait à l'arrière du cortège, tandis que les dignitaires, guidés par le juge en robes rouges et noires, étaient en tête. À cheval, il était suivi des aumôniers, des riches conseillers municipaux de Nuremberg, puis des chefs des corporations d'artisans. C'était un véritable who's who de la société de Nuremberg. La foule ne remerciait jamais Franz ni ne l'applaudissait pour son dévouement à son travail. Il débutait souvent par de la répulsion. Sa famille, exclue, vivait hors des remparts dans une petite maison. Ils étaient interdits d'accès aux églises et aux marchés, exclus de toutes les formes de vie publique. Être bourreau ou enfant de bourreau, c'était vivre sous une malédiction. Ils n'avaient ni amis, ni alliés, seulement des ordres très sombres à exécuter. Comme Franz l'a noté dans son journal tenu avec soin, certains hommes et parfois des femmes faisaient face à leur destin avec un calme étrange en marchant vers leur lieu d'exécution, la pierre du corbeau, nommée ainsi à cause des oiseaux qui se rassemblaient après les exécutions pour picorer les cadavres. Mais tout le monde ne se laissait pas faire en silence. Certains devaient être encouragés avec des coupes de vin. Cependant, comme Franz l'a appris, trop de vin pouvait rapidement se retourner contre eux et rendre la situation chaotique. Mais Franz lui-même, il ne buvait jamais pendant le travail. Cela le distinguait des autres. Certains bourreaux étaient dépendants à l'alcool. Ce travail avait un prix. Et être un paria poussait souvent les bourreaux à boire. Mais Franz avait vu ce qui s'était passé. Des hommes ivres pouvaient être exécutés maladroitement et provoquer de la violence s'ils rataient le coup d'un condamné. Au XVIIe siècle en Europe, beaucoup d'hommes portaient des dagues, et certains s'offensaient vite. La foule voulait du sang, mais exigeait des exécutions presque parfaites. Après tout, un jour, cela pourrait les concerner. La santé de Franz bénéficiait de son taux de réussite de 98% aux décapitations. Il avait déjà reçu de la boue au visage, et les gens avaient presque protesté. Les policiers tentèrent de maintenir l'ordre, mais avec des milliers de spectateurs, tout restait possible. Franz connaissait un bourreau d'une ville proche, lynché après avoir manqué une exécution. Il n'est pas surprenant que Franz prenne son travail très au sérieux, comme son père avant lui. Il va sans dire que lorsque votre famille est composée de parias, les fils suivent souvent les traces de leur père. Franz s'entraînait à la décapitation sur ses jours de congé, coupant fruits et bûches. Sa carrière de 45 ans l'a vu exécuter 361 personnes avec très peu d'erreurs. Lambrecht tremblait en s'approchant de la pierre du corbeau.
Ses yeux étaient en larmes. Il n'aurait aucune sympathie ce jour-là. Il s'approcha de la pierre, se tourna vers la foule silencieuse, demanda pardon, puis leva les yeux vers Dieu. À genoux, la voix tremblante, il récita le Notre Père. Les derniers mots de France aux dignitaires furent « Seigneur, juge, ai-je bien exécuté ?» La réponse vint « Vous avez exécuté comme le jugement, et la loi l'ont exigé. » Alors que la foule se dispersait, les enfants partirent à jamais marqués par cette violence. Et c'était bien le but, leur faire tellement peur qu'ils réfléchiraient à 2 fois avant de commettre des crimes à l'avenir. L'exécution semblait réussie, mais Franz détestait les erreurs. Lambrecht aurait dû mourir quand les flammes l'ont pris. Franz n'a sans doute pas ressenti beaucoup de pitié, n'étant pas interrogateur de métier. Il brisait les os, écrasait les pouces avec des vis et arrachait la chair avec des pinces chauffées. Il transportait un écrase-tête et des attelles en bois pour briser les tibias. Il recevait une prime pour la torture, comme un petit boulot à côté. Il infligeait aussi des punitions. Pour des délits mineurs, il fouettait les hommes et parfois leur coupait les doigts ou les oreilles. Les femmes aussi. Comme beaucoup de bourreaux en Europe, il marquait au fer rouge le visage des gens avec des lettres, des cicatrices à vie pour signaler les braconniers, les parjures ou les proxénètes. Il marquait un N pour Nuremberg et coupait aussi les langues pour blasphème. Il infligeait la douleur pendant des décennies, mais contrairement aux autres bourreaux médiévaux, il écrivait tout. Franz a tenu un journal de 1573 années de sa première exécution à 19 ans, jusqu'en 1617 date de sa retraite. C'est l'unique document connu offrant un véritable aperçu de l'esprit d'un bourreau. Le problème, c'est que sur 621 entrées, il n'a utilisé le mot « je » que 15 fois. Il n'exprimait pas ses sentiments par écrit, ce qui rend difficile de savoir comment pensait un bourreau. Nous savons que lui et sa famille étaient des parias sociaux. Sa femme et ses 7 enfants n'avaient pas d'amis comme la plupart des familles, et puisque Franz travaillait aussi comme guérisseur, les habitants du village sollicitèrent parfois son aide. Plus tard, quand il est devenu un bourreau reconnu, les gens l'ont mieux accepté, sans pour autant l'inviter à dîner. Il ne prêchait pas sur ceux qu'il tuait, défigurait ou mutilait. Il semblait traiter tous ces sujets comme des égaux, sans jamais condamner, ni montrer de dégoût ou de regret. Il n'a même pas exprimé de regret après avoir exécuté son beau-frère, un bandit condamné. Mais on devine ce qui lui pesait le plus. Pour les crimes les plus graves, la punition était d'être brisé sur la roue. Le condamné était attaché à une roue en bois pendant que Franz utilisait une massue pour lui briser les os. En commençant par les pieds, et en remontant. C'était lent et extrêmement douloureux, sans aucun doute, et c'était la punition la plus sévère qu'il ait infligée. Bien sûr, le bûcher était aussi une peine extrême. La perspective de cette sentence était absolument terrifiante pour le condamné, mais en général, cela se terminait assez rapidement, contrairement à la roue. La roue restait rare. La plupart des exécutions étaient des pendaisons ou décapitations. Il n'y avait pas de repas officiel avant l'exécution, mais Franz s'assurait que les condamnés mangent toujours. Certaines personnes n'avaient pas très faim, mais d'autres, oui. Un homme a mangé une grande miche, 2 petites et un peu plus. Franz a écrit que cet homme pensait plus à nourrir son ventre qu'à nourrir son âme. Franz a raconté que son corps s'est fendu en 2 lors de sa pendaison. Pour ceux qui refusaient d'aller à la Ravenstone, il avait ses méthodes. Il leur glissait parfois des sédatifs dans leur vin. Et dans un cas, il a dit qu'une femme n'a accepté d'y aller calmement que parce qu'il l'a laissé porter son chapeau préféré. Étrange, puisqu'elle allait perdre la tête. Il y avait aussi Elisabeth Mecklin, que Franz trouvait très calme dans sa cellule du couloir de la mort en attendant son exécution. Il a écrit. Elle était heureuse de quitter ce monde vil et mauvais, et irait à la mort comme si elle allait à une danse. Mais il semblait qu'elle retenait quelque chose. Le grand jour, elle a commencé à perdre pied. Franz a écrit. Plus elle approchait de sa mort, plus elle devenait triste et découragée. Son crime était l'adultère, décrit dans les chefs d'accusation comme une grande débauche. La personne qui l'a dénoncé était son fils de 8 ans. Plus tôt, Franz avait appris que l'exécution était imminente. Comme d'habitude, il a ensuite mis ses plus beaux vêtements, a rendu visite à la cellule, a demandé pardon à la victime et a pris une gorgée de vin béni, connu sous le nom de boisson de la paix de Saint-Jean. Elisabeth semblait bien dans la cellule, mais quand la foule l'a insultée, elle a perdu la raison. Elle a crié, lutté et s'est agitée alors qu'on la traînait jusqu'à la pierre. Parfois, les condamnés faisaient des discours, mais s'ils s'éternisaient, la foule devenait impatiente et hostile. Elisabeth était trop agitée pour parler à quelqu'un. Nous ignorons à quoi ressemblaient les exécutions ratées de Franz, car il notait juste « raté » dans la marge de son journal.
Et les rares qui ont mal tourné sont arrivés tard dans sa carrière, à un moment où il s'était déjà forgé une réputation de fiabilité. Un raté n'était pas qu'un bain de sang. Il affaiblissait aussi le message de rédemption voulu par les autorités. Dieu n'étant pas sadique, si la tête d'Élisabeth n'était pas tombée au 3e coup, la foule aurait pu se révolter et Franz se couvrir de honte devant Dieu. Son pire moment a eu lieu pendant une flagellation, quand une émeute a éclaté et qu'une personne a été tuée par des jets de pierre de la foule. Il a failli être lynché. Cependant, son surnom Maître Franz montre qu'on lui témoignait un certain respect malgré son statut d'étranger. Il a peut-être ressenti de la pitié. Quand Carolina a été condamnée à la noyade, Franz et des aumôniers ont fait réduire la peine à une décapitation, bien moins traumatisante. Concernant les bûchers, Franz n'en a réalisé que 2, bien qu'ils effrayaient les condamnés. En Europe, les méthodes d'exécution ont évolué de spectacles violents à des morts plus directes. On pense parfois que les hommes qui pratiquaient ces exécutions macabres portaient des cagoules sur la tête, mais ce n'était généralement pas, voire jamais, le cas. Jack Ketch, bourreau, en Angleterre au XVIIe siècle, était comme Franz, isolé socialement. Il a eu de la chance d'échapper à la foule, car certaines de ses exécutions étaient ratées. Un récit de décapitation par Ketch décrit la victime souffrant atrocement à chaque coup, aucun n'étant fatal. Il a ensuite été remplacé par son assistant, Pascal Rose, un ancien boucher. Rose a été arrêté pour vol puis pendu, et ensuite Ketch est revenu. Cela montre que ce n'était pas vraiment un travail que beaucoup de gens voulaient. Le salaire exact de Ketch est inconnu, mais d'autres bourreaux de l'époque gagnaient environ 1 livre par exécution. Un ouvrier à cette époque ne gagnait peut-être que 8 à 10 livres par an. Pourtant, pour Ketch, sa livre solitaire ne suffisait pas. Il fit grève en 1682 pour obtenir un meilleur salaire, et il a gagné. Il est également probable qu'il gagnait de l'argent supplémentaire en vendant les parties du corps ou les vêtements de la victime, et il recevait probablement des pots de vin de la part des condamnés pour s'assurer qu'ils fassent le travail rapidement. Pourquoi vouloir des parties du corps ou des vêtements ? Ce n'était pas juste pour collectionner des trophées. Les superstitieux pensaient qu'elles servaient à guérir diverses maladies, ou à lancer des sorts liés à la magie noire. Les exécutions de Ketch étaient tellement sanglantes et lentes qu'il a été accusé d'accepter des pots de vin des ennemis d'hommes riches pour aggraver la souffrance. Lors de l'exécution du duc de Monmouth, la hache émoussée fit crier le duc de douleur. Après plusieurs échecs, Ketch a utilisé un couteau de poche pour finir. L'exécution était si ignoble et choquante que si Ketch n'avait pas été escorté par une garde militaire, la foule l'aurait presque certainement lynché. Sans surprise, son nom est devenu synonyme de Satan. À la prison de Newgate, où l'on faisait bouillir les membres d'hommes pour haute trahison, la pièce était appelée la cuisine de Jack Ketch. Exécuter quelqu'un était parfois surnommé « faire un Ketch ». Avec le temps, le public a jugé ce genre de châtiment et d'autres similaires barbares. Il existe de nombreux témoignages de personnes se plaignant des corps, en décomposition laissés dans les gibets. L'odeur était immonde, et la vue était troublante pour les enfants qui, malgré tout, pouvaient s'éclipser de chez eux pour jeter des pierres sur le cadavre en décomposition. L'historien français Michel Foucault a noté qu'en France, les gens se sont également opposés à une telle cruauté. Les temps changeaient. Pourtant, les exécutions en Angleterre restaient de grands événements publics jusqu'en 1868. William Calcraft, bourreau controversé, appliquait la méthode de la courte chute. Les hommes se tortillaient de douleur, parfois devant 30 000 spectateurs. Calcraft les divertissait en tirant sur les jambes du condamné. Il aurait pendu 450 personnes, dont 35 femmes, et gagné de l'argent en vendant la corde à 1 livre l'unité. Calcraft était comme une célébrité, mais il était aussi méprisé et mal vu, un paria dans sa propre ville, détesté par sa propre famille. Ensuite, il y avait James Berry, né en 1852 à Eckmondwick, ancienne ville textile du West Yorkshire. Issu de la pauvreté, cet homme deviendrait l'un des bourreaux les plus célèbres d'Angleterre, et comme Franz, écrirait un livre sur son métier. Il disait ne jamais avoir rêvé d'être bourreau, mais a vu une annonce et a postulé. Il ne voyait pas ce travail comme déshonorant, contrairement à beaucoup d'autres. Sur 1400 candidats, il a été recruté. Son premier poste, un test, eut lieu à Édimbourg pour assister à la pendaison de 2 braconniers. Le 21 mars 1884, il est arrivé à la prison avec un billet de train de 3e classe. L'échafaud déjà installé. James l'a testé avec des sacs de ciment du point de vue du prisonnier. Il a écrit « J'ai passé du temps à errer dans la cour de la prison, pensant à ces hommes proches de la mort, pleins de vie, connaissant l'heure fatale, ce qui m'a presque rendu malade.
Il ne pouvait pas manger, et regrettait d'avoir accepté une vocation si terrible. Mais l'exécution menée avec un homme plus expérimenté fut considérée comme un succès. Son supérieur a affirmé que James s'en était acquitté de façon très satisfaisante et habile. Il est devenu célèbre pour sa maîtrise de la longue chute à la pendaison, trouvant la décapitation, spécialité de France, répugnante. S'il devait tuer pour vivre, il le ferait de la façon la moins douloureuse et la moins barbare possible. Pourtant, il y a eu des incidents. En 1885 à Norwich, il a mal estimé la corde et décapité accidentellement Robert Goodale, meurtrier de sa femme. La même année, il a tristement raté l'exécution de John Baba Combley, non pas une, mais 3 fois, lorsque la trappe refusait de s'ouvrir. Lee, peut-être innocent, a été épargné après 3 terribles tortures mentales. Sa peine a été commuée en prison à vie, et il a été libéré en 1907, gagnant ensuite de l'argent en donnant des conférences sur sa vie très étrange. En 7 ans, James Berry a procédé à 131 pendaisons, dont 5 femmes. Contrairement aux bourreaux médiévaux, il n'était ni haï ni isolé, bien qu'il comprenne le tabou de son métier. Pour lui, c'était simple. Si vous aviez tué, vous ne méritiez pas de vivre. Il a écrit « Un meurtrier est une créature vile qui a ôté la vie et doit mourir selon la loi divine et nationale. » James, comme Franz, a provoqué le mépris du public, mais ses pendaisons attirèrent la foule. Pendant qu'il travaillait à l'intérieur, des foules se rassemblèrent dehors. Certains soutenaient les exécutions, d'autres protestaient. Les temps avaient changé depuis Franz, mais la foule venait encore parfois acclamer. James a dit qu'une exécution avait attiré 1500 personnes dont la plupart riaient et plaisantaient, donnant vraiment une ambiance de fête. Il deviendra plus tard abolitionniste de la peine de mort, mais seulement après que son travail lui ait assuré une vie confortable. Il recevait 10 livres par exécution et 20 livres par an de salaire fixe. Sur 7 ans, il aurait pu gagner 1440 livres, soit environ 200 livres par an. C'était proche du salaire d'un haut fonctionnaire, et bien plus que celui d'un artisan ou d'un jeune professionnel. 10 livres à la fin des années 1800 valent aujourd'hui environ 1500 à 2000 livres, selon le calculateur d'inflation. Bien pour une journée de travail. Son salaire annuel aurait pu atteindre 45 000 $, car il y a parfois des périodes creuses dans ce métier. Franz Schmidt a aussi réussi grâce aux exécutions. Il gagnait 3 florins et demi par semaine, tandis qu'une maison insalubre coûtait 6 florins par an. Un domestique gagnait 15 florins par an, un enseignant 50. Franz, avec toutes ses activités annexes, gagnait probablement autant qu'un juriste qui touchait 300 à 400 florins par an. Après sa retraite, il a montré son aisance financière en achetant une maison pour 3000 florins. Oui, c'était dur, mais si on était doué, on payait facilement ses factures. De nos jours, être bourreau est un métier en voie de disparition. En Occident, seuls les États-Unis pratiquent encore des exécutions avec une certaine régularité, et les bourreaux restent anonymes. Nous ignorons qui actionne les boutons pour injecter les drogues ou activer le courant. Dans les pelotons d'exécution, les tireurs ignorent qui a tiré la balle mortelle. Un fusil tire toujours à blanc. Les bourreaux n'atteignent plus la célébrité ou l'infamie comme les hommes du passé. L'un des derniers à l'avoir fait était Mohammad Saad al-Beshi, d'Arabie Saoudite, qui affirmait en 2003 effectuer en moyenne 7 décapitations par jour. Il évoquait son travail, le qualifiant de volonté de Dieu, et affirma un jour « La vie d'un bourreau, ce n'est pas que tuer. » Parfois, cela peut être l'amputation des mains et des jambes. À Singapour, Darshan Singh, célèbre bourreau, aurait exécuté 850 personnes avant de prendre sa retraite en 2005. En 1965, il a pendu 18 ex-membres de gangs 3 par 3 après le meurtre de 4 gardiens de prison lors d'une émeute en une journée. En 1973, il a exécuté une femme coupable d'avoir tué l'épouse de son amant japonais. Puis il jouait au cricket. Son attitude apparemment désinvolte face au fait d'être en quelque sorte un assassin à gages a certainement suscité beaucoup de haine à son égard, surtout lorsqu'il pendait des personnes pour des affaires de drogue venant de pays où les lois étaient moins strictes. Singh a célébré sa dernière exécution avec quelques bouteilles de whisky, bien qu'il ait affirmé que les rumeurs selon lesquelles il riait lors des exécutions qu'il faisait uniquement pour l'argent étaient fausses. Le dernier bourreau célèbre était peut-être Chavaret Jorebin de Thaïlande, qui a mené 55 exécutions par peloton entre 1984 et 2003. Il était aussi ouvert sur sa profession. Il a confié à l'écrivain américain Don Linder que son karma restait intact et que ce travail ne le gênait pas. Les 2000 bahts, 60 $, gagnés par exécution complétaient son maigre salaire de prison, lui permettant de subvenir à sa famille et de financer ses soirées karaoké, où il chantait My Way
de Frank Sinatra. L'exécution était sinistre, mais certains montraient plus de créativité pour infliger la douleur. Découvrez jusqu'où va l'ingéniosité humaine, dans l'horreur avec méthode de torture diabolique, pire que la mort, ou cliquez sur cette vidéo